Tu sais, un jour j'en ai eu marre qu'on me serve tout le temps le même disque rayé en fait, quel que soit le professionnel de santé que j'aille consulter, c'était toujours la même musique qu'on me servait, c'est-à-dire soit c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles, c'est normal d'avoir les selles qui changent, sans rentrer dans les détails sordides. Ou alors c'est psychosomatique, peut-être que vous êtes un peu trop stressé. Et en fait, je crois que j'ai entendu ça pendant 20 ans. Et à force d'entendre tout le temps ce même disque rayé, quel que soit le professionnel que je vois, je me suis dit, j'en ai marre. Au lieu de montrer le même disque rayé, je crois que je vais carrément changer de mélodie. Et au-delà de changer de mélodie, je me suis dit, mais plutôt que de prendre un autre disque, qui sera encore différent, pourquoi pas créer moi-même ma propre musique. Et c'est en faisant ça en fait que, en me réappropriant les meilleurs outils et en créant ma propre musique, pour faire une métaphore, que j'ai pu réintroduire une symphonie dans mon corps, remettre de l'harmonie, remettre de la gaieté, remettre de l'équilibre, remettre de la fluidité. C'est pas avec un vieux disque rayé que j'allais pouvoir faire une belle musique finalement. Donc j'ai dû changer complètement de paradigme, j'ai dû changer tout ce que je faisais tous les jours, j'ai dû désapprendre tout ce que j'avais appris, j'ai dû arrêter de me fier à ce qu'on me répétait depuis 20 ans et qui de toute façon ne fonctionnait pas, pour enfin me libérer de l'endométriose. Et quand j'ai compris qu'en fait tout ce qui était rayé, c'était ce qui était enrayé en réalité dans ma propre machine, dans mon propre corps, c'est là que j'ai appris à écouter. Parce qu'un disque, une musique, c'est ça, c'est écouter la musique, écouter pour comprendre qu'est-ce qui est enrayé. Et quand tu arrives à décrypter et comprendre les messages que ton corps essaie de t'envoyer, et ne plus voir ça comme une attaque de ton corps ou une infidélité de ton corps, mais de comprendre que c'est juste un message qu'il t'envoie et que tu apprends enfin à l'écouter et à décrypter ces messages, alors enfin tu sais comment changer pour que à nouveau la musique soit belle, qu'elle soit harmonieuse. Et c'est quand tu apprends donc à agir sur chaque message différent de ton corps que tu peux remettre justement cette harmonie et créer une symbiose à l'intérieur de ton propre corps. Et qu'enfin, moi, c'est en faisant ça que je me suis libérée de 20 ans d'errance médicale, que je me suis libérée de 20 ans de douleur, de 20 ans de malaise, de 20 ans de soi-disant crises d'angoisse qui en réalité n'étaient pas du tout des crises d'angoisse, mais qui étaient juste un message de mon corps, une alerte de mon corps qui me disait que mon système nerveux était à bout de souffle. Quand j'ai compris que les douleurs que j'avais dans les jambes et qui irradiaient dans le bas de mon dos étaient en réalité une inflammation constante, quand j'ai compris que mon ventre qui devenait énorme et qui me faisait une barre toute dure au niveau du diaphragme me disait que mon système digestif était juste encrassé et dysfonctionnel, c'est quand j'ai compris tout ça que j'ai su clairement ce que je devais faire, comment le faire. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui je me suis libérée de toutes ces dysfonctions, presque à 100%. Et enfin, j'ai pu me libérer de cette maladie qu'est l'endométriose, en tout cas des douleurs qui étaient présentes quotidiennement. Et j'ai pu me réapproprier ma propre vie et vivre enfin une vie libre, libérée de cette maladie qui était devenue un poison et qui m'entravait au quotidien. Et donc de toute cette expérience-là, j'en ai retiré une méthode, avec ton aide aussi. Et ça me semble évident aujourd'hui et normal, et je peux pas faire autrement que de le partager, parce que je me dis que c'est ce qui est anormal. C'est pas seulement le discours médical que vous entendez tout le temps. C'est ce qui est anormal, c'est que vous n'ayez pas encore accès, que les femmes qui souffrent n'aient pas encore accès à ces informations cruciales, et qu'elles ne puissent pas elles aussi se libérer de l'endométriose alors qu'il existe des solutions. Donc ce que je vous propose, c'est de venir partager un moment avec nous et de venir découvrir ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait concrètement pour pouvoir me libérer de cet enfer qu'était l'endométriose. C'est super intéressant tout ce que tu viens de nous dire, et surtout la métaphore avec la musique, c'était super intéressant. Par contre, moi ce que je me demande, c'est, ok, tu t'en es sorti, ok, tu as développé une méthode, avec moi, enfin en partie, et ok,
en fait, t'as réussi à faire tout ça. Mais en fait, la fille lambda qui va t'écouter, elle va se demander, probablement derrière son écran, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? En gros, concrètement, et n'hésite pas à vraiment dire ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu as réellement compris? Qu'est-ce que tu as réellement fait? C'est quoi ces notes de musique? Comment tu peux donner un côté pratico-pratique, compréhensible en tout cas, à tout ça? Et en fait, en vrai, mais, ouais, qu'est-ce que t'as... Quelle magie as-tu opéré? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour... Moi, je sais, en fait, je te pose des questions que je connais les réponses, mais là, je me mets à la place de celle qui va t'écouter sans trop comprendre, entre guillemets, ton charabia, parce que c'est comme ça qu'elles vont le voir. Bah, Tu oui. sais, que tu te souviens, toi, d'il y a 12 ans en arrière, t'aurais écouté quelqu'un comme toi parler de ce que tu viens de dire face caméra, probablement que t'aurais regardé avec les yeux écarquillés. Oui, sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Ouais, ça peut paraître complètement abstrait, mais en même temps, c'est abstrait sans l'être, parce que au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que tout ce qui était subtil était clairement imbriqué et lié à des choses qui sont beaucoup plus matérielles et physiques. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le plan physique ou que le plan subtil. Aujourd'hui, on va voir des magnétiseurs, on va voir des praticiens qui agissent sur justement ce côté subtil et qui vont délaisser la part plus matérielle, physique, physiologique pure, et d'autres personnes qui vont vouloir agir que sur la physiologie pure, alors qu'en réalité tout est lié, tout est intriqué, et que de prendre qu'un problème ou qu'un domaine seul pour avoir un plan d'action, c'est pas suffisant, et c'est ça aussi que j'ai découvert. Et concrètement, ce que j'ai mis en place, comme je le disais, j'ai dû désapprendre tout ce que j'avais appris, et j'ai dû m'éloigner du discours qui m'était proposé depuis 20 ans. C'est-à-dire que le discours traditionnel, c'est la voie du médicament. Le médicament qui est la solution suprême, le Graal auquel on s'attend tous et qu'on espère qu'il va nous apporter une solution magique, parce que c'est quoi de plus magique que de se dire j'avale une pilule et hop, tout va comme par magie, comme un coup de baguette, tout va mieux, j'ai plus mal. En réalité, c'est un peu réducteur de penser ça, à mon sens. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris à croire, et je me suis rendu compte que de rester coincé dans ce discours-là pouvait nous enfermer d'une certaine manière. C'est pour ça que je parle de libération, parce que la libération, elle est physique, elle est physiologique, c'est une libération de la douleur, mais c'est aussi une libération mentale de tous les schémas qui nous ont été induits depuis longtemps, qui nous ont été inculqués. Et donc on doit se désinstaller des programmes mentaux. Donc c'est là aussi que tu as fait beaucoup de travail et que tu m'as beaucoup aidé, c'est sur cette partie mindset finalement, parce que y a beaucoup de croyances qu'on a comme ça, dont il faut se séparer, qu'il faut arriver à laisser s'éloigner pour enfin se rendre compte que il n'y a pas qu'une voie, il n'y a pas qu'une façon de faire, qu'en fait il y a d'autres méthodes qui peuvent fonctionner que la voie traditionnelle. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de me rendre compte que tous les médicaments que j'avais pris depuis des années n'avaient pas solutionné mon problème en réalité, n'avaient pas à améliorer ma condition. Donc la première chose, c'était de voir que ce que je mettais en place ne fonctionnait pas, et d'accepter que peut-être ça ne fonctionnerait jamais, ou que si je persistais en tout cas dans cette voie-là, j'allais perdre encore beaucoup d'années de ma vie, peut-être à attendre une solution miracle qui n'arriverait jamais. C'est-à-dire que j'avais déjà perdu 20 ans à faire des examens, à essayer des traitements, et que finalement ça me soulageait parfois, c'est vrai, je ne vais pas le nier, parfois ça me soulageait, mais c'était sur une durée d'1 an, 2 ans, avec beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de conséquences, et qui c'était pas durable en tout cas, puisqu'à chaque fois la maladie revenait, et ça revenait de manière exponentielle, beaucoup plus forte, les douleurs, les travers, tout ce que je vivais était amplifié systématiquement. Donc la première chose, c'était déjà des prises de conscience, prendre conscience que ce que je faisais, ou ce que j'attendais, ou ce qu'on me proposait ne fonctionnait pas. La deuxième chose, ça a été de me dire, j'ai cherché sur des solutions extérieures, mais j'en trouvais pas. Donc finalement, je devais faire les choses par moi-même. J'ai trouvé de l'aide, j'ai trouvé des appuis, j'ai trouvé des bouts des réponses, et comme je le dis, toujours ça a été des pièces de puzzle qu'il a fallu assembler les unes aux autres pour qu'enfin ça prenne forme, et que j'ai cette étincelle qui me dise mais oui c'est ça,
et que ça devienne une conviction intérieure et que je puisse enfin suivre une nouvelle voie. Mais cette voie, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été de changer toutes mes habitudes, même celles qui peuvent paraître anodines. Justement, c'est peut-être celles auxquelles on fait le moins attention, qui ont peut-être le plus de portée et le plus de conséquences. Donc c'est bien évidemment mon alimentation, c'est mon rythme de vie, c'est ma façon de vivre, c'est peut-être mon inactivité, c'était ma façon de me déplacer, ma façon de respirer, c'est les rapports, les rapports aux autres aussi, c'était comment on dit ? Je trouve plus le terme, mais enfin donc mon cercle de personnes, les gens que je fréquentais aussi, tout ça, ça a une incidence sur nous, sur qui on est, ça nous façonne. Et je crois que c'est Hippocrate qui disait, je fais un raccourci, mais qu'en gros on est ce que l'on mange, mais on est ce que l'on respire, on est ce que l'on expérimente, on est ce que l'on vit, et on est aussi le cercle environnemental dans lequel on évolue, qu'il soit social, qu'il soit professionnel, qu'il soit... donc oui, l'air, l'eau, l'alimentation, etc. Donc c'était sur tous ces plans-là qu'il fallait agir et pas sur un seul. Qu'il soit palpable ou pas. Oui. Mais d'ailleurs, du coup, dans ce que tu veux me dire en réalité, même si on n'est toujours pas rentré dans le concret, dans le vif du sujet, mais c'est qu'en gros, mieux respirer, ça fonctionne. Oui. Mieux manger, ça fonctionne. Oui. Mieux dormir, ça fonctionne. S'entourer mieux socialement, c'est indispensable. Ça fonctionne. Que ce soit dans l'affaire sociale, socio-professionnelle ou affective intime. D'ailleurs, c'est forcément, l'intimité joue beaucoup dans cette condition qu'est l'endométriose. Ouais. L'environnement extérieur, naturel ou pas, que tu le changes, que tu l'améliores, ça fonctionne. Ça a une incidence. Ça a une incidence. À chacun de trouver où ça aura une incidence positive ou plus... voilà. Comment l'adapter. Donc en gros, il n'y a pas qu'une seule chose. Donc tu parlais de pilule miracle par exemple, pour ceux qui sont un peu qui vivent dans l'utopie d'un comprimé miracle qui pourrait tout soulager. Mais c'est une utopie qu'on nous a appris. C'est une utopie qu'on a appris. Et moi je vois bien les hommes qui me demandent pour le POI, je fais une petite aparté, pour le post-orgasmic illness syndrome, les messages, la violence, c'est violent. C'est en gros, c'est quoi le comprimé blanc, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, mais c'est à la hauteur de leur détresse, cette violence. Mais je comprends, et je suis moi face à cette incapacité de répondre en disant, je réponds quand même. Genre, je suis navré. Mais t'as pas de pilule magique. Mais la pilule magique n'existe pas. Alors en gros, on me dit, mais vous servez à quoi alors, si vous êtes le seul à connaître le sujet et à maîtriser ce sujet. Alors, je n'ai pas la prétention d'être le seul, en tout cas, je suis le seul à en parler. Mais oui, je connais le sujet parce que, apparemment, de tout ce que je vois, je suis l'un des rares à m'en être complètement débarrassé. Enfin, l'un des premiers, en tout cas. Et donc, oui, on me demande des solutions, mais je n'ai pas la pilule magique. Mais parce que la pilule magique, elle n'est pas juste dans la respiration. Comme tu dis, la respiration fonctionne, l'alimentation fonctionne, l'environnement fonctionne. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on optimise le résultat ? C'est qu'on prend tout ce qui fonctionne et qu'on l'additionne, entre guillemets, on ne prend pas juste une chose. Oui, et encore, tu dis que ça fonctionne. Moi, je pense que certaines choses toutes seules peuvent suffire, et d'autres pas du tout. Oui. Et en plus, pour chaque personne, il va y avoir des prédominances. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui la méditation va être essentielle et pour d'autres pour qui c'est pas du tout la voie qui leur convient et qui leur apporte un bénéfice. Je prends un exemple lambda, ça pourrait être un autre. Hein, mais il y a des gros piliers auxquels on ne peut pas échapper, je pense. Et après, il y a des outils supplémentaires et un peu chacun à piocher et à trouver celui ou ceux qui vont être les plus probants. Mais pour ça, il faut tester, il faut expérimenter et il faut voir ce qui nous parle. Chaque cas individuel. Tu vois, par exemple, pour le post-orgasmic illness syndrome, les antihistaminiques fonctionnent, l'apport de suppléments de testostérone fonctionne, les antiparasitaires pour animaux fonctionnent. Oui, mais alors lequel finalement est le plus intéressant ? Pourtant, c'est 4 choses différentes. Mais finalement, c'est peut-être ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais attention, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, sur un terrain qui n'est pas prêt à recevoir
ce que vous lui amenez, donc ce qui est valable dans l'endométriose également. C'est-à-dire que si tu donnes sur un terrain des suppléments, parce que les suppléments fonctionnent aussi, tu prends le cas des champignons adaptogènes, je veux dire, il y a une réelle efficacité notable sur la cognition, sur l'inflammation, sur le métabolisme. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être documenté scientifiquement pour comprendre ça fonctionne. Empiriquement, on le sait, on l'a testé. Mais ça fonctionne, mais à condition que le terrain dans lequel tu fourres tout ça, soit désencombré, en capacité de traiter l'information. Parce que si le terrain n'est pas en capacité de traiter l'information des champignons adaptogènes, par exemple, il n'y aura aucun effet. Oui. L'information de la vitamine C à haute dose, il n'y aura aucun effet. Oui, puis un terrain qui est ultra fragilisé par la maladie, par des conditions, etc., c'est un terrain qui ne va peut-être pas être en capacité d'encaisser trop de changements rapides d'un coup. Je vois surtout chez les femmes, parfois certaines vont avoir besoin d'un électrochoc et de faire des choses de manière très brutale, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, et d'autres qui vont avoir besoin d'y aller de manière beaucoup plus progressive pour justement que le corps ait ce temps, qu'on lui laisse ce temps d'adaptation et de transformation, que ça soit plus doux. Donc une fois de plus, le terrain de chacun et de chacune est complètement différent et va être en capacité ou pas d'accepter des modifications plus ou moins vives. Ouais. Oui, et il y a le recul, l'expérience de l'éducation aussi qui va avoir une interaction là-dessus. C'est qu'il y a des filles, par exemple, pour prendre le cas des filles, des jeunes femmes, qui ont été peut-être un peu trop été brossées dans le sens du poil dans leur enfance, et du coup elles ne supportent pas trop de pression, trop de vitesse, trop de friction. Et inversement, il y en a qui sont prêtes, parce que elles ont vécu en même temps, elles ont vécu trop de souffrance avec leur maladie. Et aussi, il y a tous les cas de figure. Voilà, donc en gros, il n'y a rien d'unique qui fonctionne, parce que tous les cas de figure existent, et comme je le dis souvent, d'ailleurs, dans le début de la formation, il y a cette partie-là, c'est qu'il y a autant de chemins que d'individus sur la planète. Il y a autant de chemins vers la guérison, vers l'amélioration de soi, qu'il y a d'individus sur la planète. Donc ça vous donne l'échantillon, le petit échantillon de possibilités, de multiples possibilités qui peuvent survenir pour certains, pour d'autres, enfin certaines, et pas d'autres. Et oui, et moi je parle souvent des 3 sphères. Il y a une sphère qu'on va d'abord pouvoir alimenter pour pouvoir alimenter les 3 autres, ou les 2 autres. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, il y en a qui vont être plus sensibles à la respiration, à la méditation. Ça va tout de suite leur donner des résultats. Et après, ça va les conduire vers la sphère de l'alimentation. Et puis après, la sphère d'autre chose. Et des fois, c'est pas la méditation ni la respiration qui va agir en premier lieu, qui va donner des premiers résultats. Ça va être justement l'alimentation. Qui après va conduire vers maintenant que j'ai compris ça, je peux mieux respirer. Donc je vais m'occuper de ma respiration, de ma méditation. Et puis, pour atteindre la 2e, la 3e, ou les autres sphères, si on peut en avoir d'autres qu'on peut considérer. Et oui, et ça va dépendre, encore une fois, de chacun et de chaque terrain. Juste, je me permets, je voulais rebondir et mettre le doigt sur un élément important, parce que tu parlais des compléments alimentaires, et ils ont leur intérêt, mais je voulais quand même un peu mettre en garde, parce qu'aujourd'hui, ils fleurissent sur le marché, il y a énormément de choses. Pas qu'aujourd'hui, mais oui. Oui, mais là, en tout cas en France, c'était très très présent aux États-Unis, mais en France, je trouve que ça se démocratise de plus en plus, et c'est de plus en plus présent dans les foyers. Mais il faut faire extrêmement attention aux compositions, parce que des fois, au lieu de s'améliorer, ça va créer l'effet inverse, parce que la composition n'est pas clean du tout. Et au-delà de ça, moi, c'est mon parcours et c'est ce que j'ai compris, c'est que mettre des produits, mettre des compléments justement sur un terrain qui n'est pas favorable, c'est comme toi tu le dis, c'est comme si tu fous ton argent dans les chiottes en vrai, parce que t'en tireras aucun bénéfice. C'est comme si vous avez un bain dans lequel il y a de l'eau, et que vous allez mettre un produit pour que votre bain ça soit un bain moussant et qui sente bon. Mais sauf que si l'eau du bain elle est déjà noire, sale, pleine de crasse, vous aurez beau mettre un produit qui est moussant et qui sent bon, l'eau elle en restera pas moins sale, et même avec du parfum ça sentira toujours aussi mauvais, et vous en sortirez sûrement marron au lieu d'être propre. Donc c'est un peu ça l'idée du complément, c'est que se complémenter, se supplémenter,
c'est intéressant. Mais si on n'a pas fait un travail en amont, j'ai envie de dire, peut-être que vous en retirez peut-être quelque chose de positif, mais je ne suis pas convaincue que vous en retirez les pleins bénéfices que ça pourrait vous apporter en réalité. Et à mon avis, il y a déjà plein de choses à faire avant de penser au supplément, en fait. Mais du coup, je m'interroge sur les choses qui te viennent spontanément, comme ça, quand tu es sous la douche, par exemple, et que tu as une pression mentale avec la frustration extrême de te dire « Putain, mais j'ai pas dit ça, je leur ai pas dit ça à mes élèves aujourd'hui, je leur ai pas transmis cette info-là, je leur ai pas transmis cette compréhension-là. » Mais je pense à ça, là, spontanément. Mais quelles sont les choses qui viennent te frustrer, que tu aimerais transmettre aux filles qui n'ont pas encore compris, aux femmes qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu tester, pas pu expérimenter? Qu'est-ce qui te vient spontanément sous la douche? Mais c'est plein d'idées qui partent dans tous les sens, mais ce qui est frustrant pour moi, parfois, c'est que ce que j'explique, ça peut paraître de l'extérieur, quand on ne l'a pas vécu, on peut se dire, c'est pas possible en fait, je peux pas aller mieux juste avec ça. En fait, on a cette croyance qu'en mettant en place des choses simples, parfois des simples gestes, vraiment, comme je l'ai dit, qui peuvent paraître anodins, ils sont tellement petits qu'on ne peut pas imaginer quelle portée, quelle incidence ça a dans nos vies. Donc quand moi je vous dis simplement ce qu'il faut faire, c'est changer toutes ces habitudes de vie, alors je dis simplement, mais en réalité, le faire, c'est un sacré challenge. Ce qui est frustrant, c'est que d'entendre le discours de quelqu'un qui dirait ça, moi-même je pourrais être sceptique en fait et ne pas y croire. Alors qu'en réalité, c'est ça qui a transformé ma vie, c'est ça qui a laissé apparaître un miracle auquel je ne m'attendais même plus, parce que je me suis permise en fait de tester quelque chose de différent, d'expérimenter quelque chose de différent, et même si c'était très dur par moments, très challengeant, très troublant et questionnant, parce que parfois, comme je le disais, quand on initie des changements, on a des manifestations corporelles et parfois elles sont pas agréables à vivre et on peut avoir le sentiment qu'en réalité on régresse, on se dit non, ça marche pas ce que je fais, mais en réalité non, ça fait partie du processus, ça fait partie du changement, c'est-à-dire que le corps il doit se délester de ce qu'il empoisonnait et pour s'en délester il faut qu'il le libère, il faut qu'il le relargue, il faut que ça soit évacué d'une manière ou d'une autre, donc c'est remis en circulation dans le corps. Et à ce moment-là, on peut vivre des désagréments, mais qui restent momentanés. Ça ne va pas être pire que votre crise d'endométriose que vous vivez déjà depuis quelques jours ou quelques semaines. Mais donc au final, tout ça pour dire que oui, initier autant de changements dans nos vies, quand on entend ça de l'extérieur, on se dit c'est pas grand-chose, c'est pas en arrêtant de manger ça ou de manger ça que je vais aller mieux. En réalité, si, ça compte. Chaque petit geste compte, chaque respiration compte, chaque pensée presque j'allais dire compte en fait. Tout a une incidence et ce qui peut être frustrant pour moi, c'est que vous puissiez pas le vivre et que vous n'ayez peut-être pas encore la capacité de le comprendre parce qu'il faut l'expérimenter pour le comprendre pleinement. Mais simplement, en fait, faites-le au début. Ne vous posez pas trop de questions, réfléchissez pas trop. Moi, je me souviens que j'étais tellement à me triturer le cerveau, à vouloir tout comprendre, et c'est intéressant, c'est comprendre pourquoi, comprendre les mécanismes, ça, c'est important, mais parfois, il faut justement arrêter de vouloir trop mentaliser, trop intellectualiser certaines choses, et juste faire. Parce que c'est dans l'expérience que les plus grandes transformations arrivent. Mentaliser, conceptualiser, vouloir, etc. C'est une première étape, mais finalement, ce qui va réellement marquer ce gap de avant et après dans vos vies, c'est parce que vous aurez fait, parce que vous aurez mis en place. Donc, même si vous pouvez être sceptique sur certaines choses, ou pas, ça dépendra de chacune de vous, mais en fait, faites, testez, qu'est-ce que vous avez à perdre si ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes en souffrance, qu'on vous propose un traitement, puis un autre, et que au bout de 15 ans, vous finissez pas avec une boîte de médicaments, mais avec 20, et que vous devez avoir un pilulier tous les jours pour prendre vos traitements, qu'en plus il y a des interactions médicamenteuses que vous ne les supportez pas, que vous avez des effets indésirables. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez à perdre de plus que déjà tout ce que vous vivez qui est ultra désagréable? Moi, j'ai envie de dire, vous avez rien à perdre. Donc, tentez. En fait, il faut juste tenter. Tu sais, je suis tombé, ça fait c'est très intéressant ce que tu racontes là, parce que je suis tombé sur un post
que j'ai capturé cette nuit, je crois. Et tu vois, voilà, je lis le post. Hein. C'est un groupe de malades, hein, évidemment. Il y a plein de groupes de malades qui fleurissent sur différents réseaux, comme Facebook, comme Reddit. Reddit est devenu vraiment La plateforme. l'antre, par définition, de toutes les conversations supposées médicalisées, ou surtout les problèmes à résoudre, de toute façon, que ce soit médical ou autre chose. Et tout le monde parle de son problème, de ce qu'il vit. Tout le monde partage ses expériences, ses réussites. Et il faut savoir que les intelligences artificielles auxquelles vous faites appel pour pouvoir avoir un tas d'informations, non seulement les intelligences artificielles connaissent une censure que vous n'imaginez même pas, c'est-à-dire que toutes les intelligences artificielles grand public sont censurées. C'est-à-dire qu'il y a comment c'est fait exactement, je ne sais pas, mais il y a des processus de censure qui sont faits de manière à ce que toutes les informations que vous leur demandez vous soient redonnées avec justesse, selon la justesse que vous devriez connaître. Mais, en plus de ça, ces intelligences artificielles viennent se fournir en informations sur des gens qui parlent entre eux, sur des forums. Donc, notamment sur Reddit. Reddit est une énorme source d'informations pour les intelligences artificielles. Donc, c'est-à-dire que quand vous posez une question technique sur une expérience ou quoi qui pourrait vous donner telle ou telle solution, sachez que la réponse que l'IA va réfléchir pour vous sera sourcée probablement à partir d'un événement conversationnel de Reddit, en grande majorité. Bon, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pour dire que cette nuit, je tombe sur des messages de femmes qui parlent de maladies, pas forcément l'endométriose, mais il y a aussi. Et voilà le discours tel quel, je vais te lire la phrase, tu vois, elle est là. Hein. Bon, après que quelqu'un lui ait donné une solution que tu aurais pu donner. Puisqu'en fait, finalement, c'est la même chose. Il y en a qui s'amusent à donner publiquement des solutions à des gens non avertis. Et la réponse, c'est « Bonjour, moi, personnellement, je n'ai rien changé. Et je ne changerai rien à mes habitudes. En gros, je préfère souffrir. C'est mon principe. Je n'ai qu'une vie, comme nous tous, et il faut en profiter. » Et là, il y a un point. J'ai pas lu la suite. Mais là, moi, à ce moment-là, j'ai envie de dire à cette jeune femme, ok, on n'a qu'une vie, c'est ton principe, c'est ça que tu dis, je n'ai qu'une vie, comme nous tous, et il faut en profiter. Mais là, ce que j'ai envie de dire à cette jeune femme, c'est est-ce que dans ton état actuel, là, dans lequel tu écris ce message, est-ce que tu en profites ? Est-ce que tu en profites de ce message-là ? Dans ton état, là, en train de lire tous les messages qu'il y a sur ce forum, en train de te plaindre, en train de geindre, en train de passer ton temps à regarder des messages que les autres écrivent. Est-ce que tu profites de ta vie ? Bon, on peut supposer... Peut-être pas. Tout dépend de ce qu'on appelle profiter de sa vie et quelle notion peut-être qu'elle prend du plaisir à, en effet, ne rien changer à ses habitudes, que c'est en effet une vie où elle brûle la vie par les deux cordes, par les deux lignes, par les deux feux. C'est comme si tu dis à quelqu'un et que tu lui prédisais son avenir et que tu lui disais, voilà, à 55 ans, tu auras un cancer de la gorge. Et c'est comme s'il te répondait, je m'en fous, je préfère fumer ma clope à 20 ans, par exemple, la personne a 20 ans, je m'en fous, je préfère profiter de la vie et fumer ma clope et avoir une vie pleine, parce que j'aurais fumé ma clope tous les jours, tant pis si je dois mourir jeune, en quelque sorte, je caricature volontairement. Mais du coup... c'est les mêmes qui te disent, il faut bien mourir de quelque chose. Oui. Mais bon, là, du coup, tu vas y aller. Il faut bien mourir de quelque chose, mais à titre personnel... Si je dois mourir de quelque chose, je préfère que ça soit tard. Et pas dans la souffrance. Donc, je préfère avoir une vie où je me sens en pleine forme, où je ne suis pas freinée et prisonnière d'une maladie, et où j'aurais vécu longtemps pour profiter de tout ça, justement, plutôt que de me dire j'aurais brûlé la chandelle par les deux bouts, et arrivé à 40 ans, en fait, je suis foutue, je suis bonne à mettre au rebut, et en fait, je profite de rien, et je passe mes journées à liter, parce qu'en fait, me lever, c'est devenu impossible. Ah, mais c'est la chandelle qu'on brûle par les deux bouts. Tu vois, je sais pas ce qu'on brûle par les deux bouts, mais c'est pas grave. Ouais. Mais du coup, voilà, donc en gros, tu vois, je te mens pas, hein, là, c'est une vraie copie d'écran que j'ai fait cette nuit. Et voilà, parce que je comprends pas, et je me suis dit, tiens, le hasard fait qu'on en parle là, mais... Ouais, mais après, tu vois, c'est une question de... Tout dépend la considération de chacun et chacune, et comment chacun et chacune a envie de vivre sa vie. On n'est personne pour juger de cela. Cette réponse-là, elle appartient à chaque personne individuellement. On n'est personne pour juger de cela, à part pour nous-mêmes, en fait. Donc,
Simplement, à vous de décider. Moi, je me souviens de ma maman qui souvent me disait qu'elle adore la glace. Moi, j'adorerais la glace. Et elle me disait, quand elle s'en servait l'été sur la terrasse, on mangeait ensemble, c'était vraiment un moment privilégié avec ma maman. Elle me disait, oh mais goûte cette glace-là, ce parfum-là, c'est nouveau, c'est inédit, c'est super bon, tu peux bien prendre juste une cuillère. Et en fait, ce juste une cuillère, on peut se dire, ouais, c'est qu'une cuillère, c'est pas grave. Mais en fait, c'est juste une cuillère, c'est juste un morceau, c'est juste ça, c'est juste ci. Mais en fait, mis bout à bout dans votre journée, c'est beaucoup trop pour votre corps qui est déjà surchargé et qui peut plus rien endurer en fait. Et savoir dire non à ce moment-là, comme cette personne le dirait, c'est ah ben du coup quelle vie triste tu dois avoir. C'est une vie de privation, c'est une vie de restriction, une vie de frustration, c'est pas marrant quoi. Mais en fait, pour moi, ce qui était pas marrant, c'était de pleurer toute seule dans mon lit, de presque tomber dans les pommes, ou de tomber dans les pommes, de ressentir des coups de poignard dans mon anus. Enfin voilà, ça c'était... Et j'ose dire les employer ces mots-là parce qu'ils n'ont pas été tabous. Mais c'est un cauchemar, et donc ça c'est des restrictions, ça c'est des privations, ça c'est de la douleur, donc je préfère dire non à ce qui va m'être délétère parce que maintenant je le sais, que j'en ai pris conscience et que je l'ai expérimenté dans mon propre corps, donc je sais maintenant quand je mange ci ou je mange ça ce que ça va générer. Bah, je préfère dire non, même si au début j'ai pu le vivre un peu difficilement. Maintenant ça ne me coûte plus rien et c'est pas difficile de dire non, et en fait j'en ai même plus envie de ces aliments-là. C'est vrai. J'ai trouvé d'autres plaisirs ailleurs et je me régale tout autant. Faut pas croire que j'ai une alimentation qui est triste, qui est pauvre, qui est uniforme. Non, il y a qu'à regarder les photos que tu prends de tes assiettes. Elles sont plutôt plus que abondantes et plus que riches en couleurs. Ouais. Et même en proportion, je veux dire, j'ai quand même perdu 17 kilos au passage et je mange... Tu manges plus en quantité. J'ai très bon appétit, je me prive pas, quoi. Donc ça a été un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, la perte de poids. C'était pas du tout mon objectif primaire, mais ça a été une conséquence secondaire, je dirais. Oui. Ce qui n'est pas un objectif primaire devient souvent une conséquence secondaire. Oui, même l'endométriose, c'était même pas mon objectif premier en réalité. C'est vrai, mais c'est d'ailleurs tout comme mon histoire, avec cette problématique post-sexuelle. Mais oui, c'est vrai que on a ça en commun. Oui. Tu cherches à résoudre une problématique qui est colossale, lourde, inquiétante, tout ce que tu veux, parce que c'est ce que tu te demandais. Et puis finalement, en résolvant cette problématique, t'oublies qu'il y en avait une autre qui existait, parce que bon... Voilà. Parce que ça me semblait pas être la pire à vivre. Voilà, et puis finalement, tu te rends compte que... Waouh, mais des millions de femmes, en fait, vivent cette problématique comme toi, tu l'as vécu, sauf que toi, tu n'es pas au courant de la vivre aussi... Enfin, de la même manière, de la même manière qu'elle, jusqu'à ce que tu comprennes que, ouais, mais dans ta vie, finalement, cette présence, ce handicap, cette souffrance était quand même présente plus, mais mélangé au joyeux bordel que tu vivais. Oui, puis en fait, ce que j'avais pas compris à l'époque et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que ce joyeux bordel que je vivais, qui était étiqueté maladie de Crohn, en réalité était déjà l'endométriose. C'était juste que ça n'avait pas été identifié. Et donc moi, je cherchais à guérir de ma maladie de Crohn, et en voulant guérir de ma maladie de Crohn, je me suis libérée de l'endométriose. Et bien, en me libérant de l'endométriose, j'ai compris des années après qu'en réalité, il n'y avait pas eu de maladie de Crohn. Ça n'avait été que l'endométriose, mais que comme c'est une maladie systémique, elle atteint tous les systèmes, pour le coup, y compris le système digestif, au point d'avoir des crises qui ressemblent à des crises de maladie de Crohn. Donc, peut-être que j'avais les deux, peut-être pas. C'est difficile de faire la part des choses et d'identifier pleinement. Peu importe, le fait est que je me suis libérée des deux. Donc, Et bravo pour ça, parce que je pense que si une jeune fille ou une jeune femme t'écoute, elle va oublier le charabia du début, la musique, la musicalité, les notes. Là, ce qui est important, c'est de savoir que, dans l'absolu, avec ce parcours qui t'a certes fait perdre plus de 20 années, enfin bref, pas perdre, parce que tu les as... Aujourd'hui, tu vas en faire quelque chose de cette expérience, mais c'est que tu peux faire surtout gagner du temps
un temps de vie considérable à toutes celles qui ont qui commencent leur première 20 années d'errance médicale. Ouais. Tu vois, on peut les interrompre ces 20 années et se dire, ok, en fait, il suffisait de comprendre un ou deux trucs. Pas besoin de se lancer dans des opérations fiscales, commerciales, marketing, comme le biohacking, dont je parle beaucoup parce que je suis précurseur sur la question depuis 20 ans, même si je ne communique pas beaucoup parce que c'est mon caractère. Mais le biohacking, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Et aujourd'hui, ça fleurit dans tous les sens, partout, dans toutes les sphères. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, aujourd'hui, de ce mouvement très porté sur le biohacking appareillé, la longévité, avec ce que tu as vécu, du coup, toi, tu as pu te mettre le doigt sur certaines choses, mais est-ce que tu penses que les filles devraient s'autoriser à se perdre dans la question du biohacking tel qu'on l'arbore aujourd'hui? Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la fois, ça peut sembler et paraître être une nouvelle avancée, une nouvelle compréhension qui est géniale, et ça l'est, mais sans en être une. C'est-à-dire qu'en réalité, l'être humain a toujours besoin d'étiqueter des choses, de les ranger dans des cases, et dès qu'on trouve quelque chose de nouveau, il faut que ce soit une nouvelle discipline à exploiter sous une forme monétisable finalement. Alors qu'en réalité, on veut tellement tout définir pleinement, c'est-à-dire que par exemple, maintenant il y a plein de nouvelles maladies, et on peut les identifier vraiment avec des critères spécifiques, mais dès que quelqu'un a une pathologie qui rentre un petit peu dans cette case-là, puis un petit peu dans cette case-là, puis un petit peu dans celle-là, mais du coup c'est pas complètement la première, ni complètement la deuxième, ni complètement la troisième, on ne sait pas ce qu'il a. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut arrêter c'est pareil, je pense qu'il faut prendre du recul, arrêter de vouloir tout trop cartographier, cataloguer. C'est comme Monsanto qui s'est attribué les semences et qui a voulu cataloguer, et que maintenant on se retrouve avec une déperdition, un appauvrissement dans la richesse des semences et des variétés de légumes et de fruits. C'est la même chose en fait. Parfois, de vouloir trop faire rentrer dans des cases et stigmatiser quelque part, on en perd l'essence même des choses. C'est-à-dire que il y a tout ce qu'il faut peut-être comprendre, et c'est là que je vais peut-être pour certains avoir un discours un peu simpliste, mais finalement c'est cette simplicité-là qui permet de revenir à l'essentiel et de mettre en place ce qui est essentiel, ce qui est l'essence même de ce dont on a besoin. C'est se défaire de toutes les appellations, peu importe quelle maladie vous avez aujourd'hui, à mon sens, la maladie, qu'est-ce que la maladie? En fait, revenir à l'essence même, qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est bien un dysfonctionnement. Et d'où vient ce dysfonctionnement? Et pourquoi ça dysfonctionne? Et comment on fait pour inverser la vapeur et refaire en sorte que ce qui était enrayé, bloqué et dysfonctionné se mette à nouveau dans un processus de fluidité, et que les choses soient en symbiose, en harmonie. C'est pour ça que je parlais de musique les unes avec les autres, et que tout fonctionne à nouveau en fin de compte. Donc peu importe le nom qu'on mettra sur votre maladie, peu importe comment on va étiqueter les choses, oui, on peut comprendre des choses dans leur précision et vouloir développer un médicament qui va agir sur telle partie de l'ADN, etc., etc. Je dis pas que c'est pas bon, mais peut-être que ça, à mon sens, c'est l'étape finale. En réalité, avant ça, il faut remettre de l'ordre là où il y a du désordre, en fin de compte. Et si votre corps est dysfonctionnel, c'est que il faut le rendre à nouveau fonctionnel. Et pour le rendre à nouveau fonctionnel, c'est justement œuvrer chaque jour en arrêtant de le surcharger avec des choses qui ne sont pas biologiquement adaptées à lui, et au contraire lui donner ce qui lui permet de fonctionner de manière optimale. C'est peut-être juste ça qu'il faut comprendre, et ne pas se torturer la tête, se torturer l'esprit à vouloir cataloguer des choses. Et donc le biohacking, la longévité, on en fait tout un
toute une science ultra précise, presque inaccessible, qui ne va pas être à la portée de tout le monde. Alors qu'en réalité, et c'est en ça que je trouve ta façon d'aborder le biohacking très louable, c'est que finalement, tu as rendu ça accessible à tout le monde en montrant simplement le biohacking, qu'est-ce que c'est. C'est hacker sa propre biologie, parce qu'elle a été déprogrammée, en fait, au départ, notre biologie. C'est ça le truc, c'est que quand vous naissez, votre corps est censé fonctionner de manière normale. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on subit, à plein de niveaux, votre corps, il est déprogrammé, il ne sait plus fonctionner de manière naturelle. Donc, simplement, pourquoi on le hack, en fait, c'est qu'on va lui désinstaller tous les virus. C'est comme un ordinateur qui a plein de virus. Ben, il suffit d'enlever tous les virus, de nettoyer, de défragmenter le disque, comme tu le dis, comme tu l'expliques, et à nouveau, l'ordinateur va moins surchauffer, il va peut-être mieux traiter les informations, voilà. Il va mieux traiter ses organisations de fichiers, la localité des fichiers. Ouais. Je dis ça juste au moment où on tourne cette vidéo, le défragmentage de disques existe encore, parce que les disques durs de cette technologie-là, ça existe encore, mais ça se trouve au moment où d'autres regarderont cette vidéo, ils diront, je veux dire, parce que défragmenter les disques durs, je pense que sur les nouveaux disques durs, ça n'existe plus, puisque ce ne sont plus des disques durs faits de la même manière qu'avant. Ouais, bon, en tout cas, c'était juste pour faire un parallèle et comprendre un petit peu le fonctionnement, mais voilà le biohacking, je trouve ça génial quand on le prend dans le terme brut, en fait, juste de vous-même, ce que vous comprendriez de la définition de biohacker finalement, et non pas de la nouvelle science qui est en train d'arriver sur le marché et qui va être un truc où justement on fait appel à beaucoup d'outils et de technologies extérieures à nous, pas forcément accessibles, onéreuses. On va faire utiliser beaucoup de substances qui vont nous être injectées, etc. Donc je dis pas que ça n'a pas sa place, je dis simplement que pour moi, là où le biohacking est intéressant, c'est déjà dans une première approche qui est une approche plus naturelle et qui est accessible à tout le monde et qu'on peut mettre en place en fait dans notre quotidien. Ouais. Je te remercie d'avoir fait cette parenthèse là. Et c'est vrai que, après voilà, au moment où on tourne cette vidéo, il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites, d'autres qui ont déjà été faites, d'autres auxquelles on n'aura pas accès, comme tu dis, et personne ne connaîtra la suite, enfin, à part ceux qui vivront la suite. Mais oui, on est arrivé à un stade où l'ère des nouvelles technologies, des technologies ARNM, de tout ce qu'on est capable de s'injecter pour augmenter, pour optimiser. Voilà, c'est ça, c'est l'optimisation de la santé. Donc maintenant, les gens veulent rentrer dans une démarche d'optimisation plus que... Alors, d'optimisation plus. Hein, c'est même plus... parce que moi, je parle d'optimisation des capacités physiques et mentales, mais natives. Oui, c'est ça. Les optimisations, les possibilités natives. Alors évidemment, nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y en a qui ont plus de chances que d'autres, c'est la sélection naturelle. Bah oui, c'est vrai, on peut pas demander à quelqu'un qui est né profondément sans les connectivités requises pour faire preuve d'une belle efficience intellectuelle, on peut pas lui demander d'être intelligent. Mais avec le biohacking à venir, on pourra le faire. C'est-à-dire qu'on pourra rendre intelligent un con, et rendre con en intelligent, pardon, je fais mais parce que voilà, maintenant toi, si t'es déjà de natif, avec des capacités de native, probablement efficiente, et qu'on t'a foutu en l'air avec la déprogrammation, donc par l'alimentation, l'environnement, machin, et l'enseignement, bah là tu peux récupérer ton intelligence native de départ, enfin la capacité à l'être en tout cas, par le biohacking naturel. Mais en aucun cas, ça rendra un con intelligent, ou plus intelligent. Maintenant, le biohacking futuriste, ce que j'ai appelé technologique, voilà, peu importe, avec l'augmentation des vitamines, plein de petites choses qu'on pourra augmenter, bah oui, on pourra possiblement même intervenir avant la naissance pour pouvoir justement faire en sorte que des bébés, mais je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs dans certains pays, des bébés naissent d'office avec de bonnes capacités physiques, de bonnes capacités mentales, avec l'intelligence qu'il faut. Après, bon, mais qui a tort, qui a raison, pour moi, finalement, avoir recours à ces choses-là, ça peut être pertinent dans certains cas, mais je trouve, pour moi, que c'est peut-être au détriment
en première intention de l'intelligence, de se couper de l'intelligence du corps. En fait, parce que ça veut dire que c'est comme si notre corps ne se suffisait pas à lui-même et à tel point qu'on a besoin de parer, de combler des manques. Alors qu'en réalité, moi, c'est ce que j'ai appris par mon expérience. Pour moi, le corps, il a déjà une intelligence innée de fonctionnement qui est là, qui est naturelle. C'est juste que cette intelligence, elle ne peut pas s'exprimer pleinement parce qu'elle est enrayée par tout un tas de mécanismes environnementaux, etc., qui viennent bloquer cette intelligence native du corps, la brider. Et justement, pour moi, je me dis, ce nouveau biohacking qui arrive sur le marché, c'est encore une industrie, c'est comme l'industrie du médicament, et on en fait un business. Ça devient avant tout un business, avant l'humain, avant l'humanité, avant cette considération de l'humain. Et il n'y a plus que l'argent qui est l'intention principale, alors que je me dis la première intention, c'est de prendre soin du corps, de prendre soin de l'être, parce que l'être n'est pas qu'un corps non plus, et donc de revenir à cette intelligence naturelle qu'a le corps, de lui faire confiance et simplement en lui donnant les meilleures conditions possibles, de lui permettre de fonctionner de la meilleure manière possible, en fait. Ouais, et tu vois, un truc qui est très bête, c'est redonner les conditions, tu vois, comme tu disais, simplement tu redonnes au corps humain l'opportunité de se lever avec la lumière du jour et de se coucher avec la lumière du jour, du soleil. Ça suffit déjà à lui redonner une autre dynamique, un fonctionnement métabolique beaucoup plus sain, une meilleure digestion des aliments, une meilleure capacité auditive, une meilleure capacité de création, c'est-à-dire que une meilleure capacité à ne pas procrastiner, notamment à être beaucoup plus productif. Alors, simplement, tu n'as rien rajouté, tu n'as rajouté aucune substance, aucun médicament, rien, tu lui as juste donné l'opportunité de se lever avec le soleil et de se coucher à la tombée du jour. Ça change toute la métabologie, toute la fréquence de fonctionnement du corps. Et ensuite, si à petit, avec ça, tu optimises, tu ajustes, tu me remets ici et là des choses qui peuvent améliorer encore les capacités de régénération ou d'optimisation, c'est tout bénef. Mais voilà, une chose ne suffit pas, même si elle suffit, mais une chose donne l'opportunité de s'occuper du reste, et il faut toujours commencer par quelque part. Donc moi, mon premier vecteur, mon premier chemin que je propose, ça reste toujours l'alimentation. Pourquoi ? Parce que c'est la chose que la plupart des gens font 3 à 4 fois par jour, et que c'est le meilleur chemin de déprogrammation de l'être humain, en fait. C'est le truc que tu fais par récurrence, en fait. Le meilleur moyen de déprogrammer quelqu'un, c'est de répéter quelque chose qui n'est pas approprié pour cette personne. Que ce soit physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Oui, ça marche même au niveau de nos pensées, hein. Il suffit d'observer. Je veux dire, si tu entends quelque chose, si tu entends un discours de manière répétée, quotidienne, sur une durée suffisamment longue, tu vas finir par accorder de la valeur et accepter cette pensée comme si elle venait presque de toi. Parce que c'est rentré dans ton subconscient et tu n'es même pas au courant. Donc ça marche autant pour notre esprit que pour notre corps lui-même. C'est ça, des fois c'est des choses qui sont injectées de manière subtile et on ne se dit pas que ça peut avoir une portée aussi grande. Non, mais ça peut pas être ça. Par exemple, vous savez, il y a des musiques comme ça qui restent dans la tête tout le temps. Mais pourquoi elles restent dans la tête ? Parce que vous l'avez entendu, ça a été répété. Et tout d'un coup, ou même des publicités, où il y a des slogans publicitaires qu'on connaît par cœur alors qu'ils datent de notre enfance. 20 ans après, on est encore capable de les réciter. Et je vais bien. Si je te dis, je vais bien. Juvamine, tu vas connaître la suite. Si je te dis... les produits laitiers. Voilà, sont nos meilleurs amis pour la vie. Ouais. Et comme, Carglass, c'est autre chose. Carglassant. Prépare, Carglassant. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour faire de la publicité. On en a fait 3, là, du coup. C'est juste un exemple pour dire à quel point on ne se rend pas compte que des petites choses injectées de manière répétée régulièrement vont de toute façon s'ancrer en nous, se figer en nous. Et ça reste même 20 ans après. Tout comme... Donc pensez à vos enfants.
C'est drôle que tu dises pensez à vos enfants parce que j'allais parler de la mère et l'enfant. Tout comme une maman qui a porté son bébé pendant 9 mois, elle-même, son ADN, sa chair est imprégnée de l'ADN du bébé. Et l'ADN du bébé reçoit pareil les choses de la maman. En fait, il y a une intercommunication qui fait qu'on va être imprégné l'un de l'autre. Et finalement, il y a ce lien invisible. Aujourd'hui, ça a été, j'ai pas l'étude scientifique là, mais il faudrait que je la retrouve. Il montre qu'en fait, dans l'ADN de la maman, il y a des choses qui sont marquées qui viennent de l'enfant. Et on sait évidemment que la mère transmet plein de choses à l'enfant dans l'autre sens, évidemment. Mais il y a des choses comme ça, voilà, on se rend pas compte à quel point, même si ça peut paraître petit, en réalité, ça s'infiltre sournoisement en vous. Que ça soit donc dans votre mental, dans vos pensées, que dans votre physiologie. Donc tout compte, tout a une incidence. Et il faut apprendre à prendre du recul pour pouvoir observer ces mécanismes. Une fois qu'on sait observer ces mécanismes, les comprendre, on peut choisir de se couper, simplement. Ça, c'est néfaste pour moi, j'arrête. Alors ça peut paraître facile à dire, j'arrête, c'est comme arrêter de fumer, ça, c'est pas si facile que ça, mais il y en a qui décident du jour au lendemain d'arrêter de fumer et qui arrêtent parce qu'ils ont une prise de conscience et qu'ils se rendent compte que même si c'est qu'une cigarette par jour, ouais c'est pas grave, c'est qu'une cigarette par jour, mais en fait même une cigarette par jour, avec la composition qu'elles ont aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'arsenic quand même dans les cigarettes. Ouais, mais il y en a dans l'oreille aussi. Ouais, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que les petits gestes comme ça répétés qui peuvent paraître anodins, en réalité ont une grande portée dans nos vies. Oui. Fréquenter, donc que ce soit palpable ou pas, d'ailleurs fréquenter, on parlait d'environnement, de genre, tout ça, donc, la toxicité de l'humain, c'est là où je voulais te couper, mais je t'ai pas fait par rapport à... Finalement, est-ce que c'est pas une bonne idée qu'on se soumette à la technologie, mais parce que l'humain, tu parles de l'humain, on perd l'humain, mais l'humain a perdu. Alors pourquoi, comment, est-ce que c'est récupérable, est-ce que c'est réversible? Je peux pas me prononcer, je suis pas devin ni prédictologue, ou prédictologue ça se dit pas, peu importe. Futurologue. Mais je suis pas futurologiste, ou voilà. Mais en tout cas, oui, on a perdu quelque chose qui probablement reviendra, c'est une histoire de cycle, Mais peut-être qu'on a été déprogrammé pour ça, simplement. Mais la déprogrammation, si on peut appeler ça comme ça, est tellement forte qu'on peut se demander si finalement l'être humain ne sera pas, je me tire une balle dans le pied dans ce que je dis, mais plus heureux en finalement faisant confiance qu'à la technologie et non plus aux humains. Et bon, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, on voit bien que les humains ont de moins en moins, alors qu'on prône le côté scientifique qui dit que ça fait du bien à la santé d'être en connexion avec des humains, ça fait du bien, mais c'est aussi devenu très toxique. Oui. C'est-à-dire que on a la bonne science qui dit que l'être humain a besoin de connexion pour pouvoir être en bonne santé. Et être heureux. Ça fait partie du bonheur. Exactement. Et on voit de plus en plus, factuellement, et là je parle pas d'études scientifiques, on voit de plus en plus de toxiques s'installer dans les relations humaines qui viennent neutraliser de manière colossale le psychisme humain, la santé humaine, que ce soit pour tout en fait. Oui, mais chacun vit des déséquilibres intérieurs qui les répercutent volontairement ou involontairement sur les autres. Oui, c'est plus subtil que ça, mais oui. Mais oui, mais c'est ça, je veux dire, l'intérêt du biohacking, ou peu importe le nom qu'on donne, mais le fait Moi, je suis pas de se dépolluer, je vais dire, le fait de, je vais utiliser quelque chose de plus vaste, mais le fait de se dépolluer, déjà, nous permet de retrouver un équilibre intérieur, et c'est dans cette justesse, dans cet équilibre qu'on peut aussi choisir mieux de qui on veut s'entourer. Bon, du coup, toi, tu es plus pour le biohacking naturel ou pour le biohacking technologique? Pour moi, le biohacking naturel vient en première intention de toute façon. Le biohacking technologique, ça va être un plus, un appui. Mais si déjà ta biologie naturelle n'est pas fonctionnelle, à quoi ça va servir de l'optimiser? Vaut mieux optimiser quelque chose qui est déjà parfaitement fonctionnel plutôt que d'optimiser quelque chose qui, de toute façon, est en train de dépérir parce qu'il dysfonctionne. Parce qu'il y a une dysfonction majeure déjà qui est présente. Donc pour moi, le biohacking moderne, technologique, vient comme un complément alimentaire finalement
apporter un plus, mais c'est pas le complément alimentaire qui va te permettre de tout rééquilibrer. Ouais. Et je pense que on peut fonctionner parfaitement sans ce biohacking technologique. On peut déjà obtenir des résultats... Sans traquer ces données en permanence. Oui, parce que les technologies sont là, on peut traquer son taux de sucre, son taux de glucose, ses cycles de sommeil, on peut tout traquer. Menstruel, maintenant, son rythme cardiaque. Maintenant, ça peut avoir un intérêt, par exemple, dans les relations humaines homme-femme, là où ça devient très toxique entre un homme et une femme dont l'un est atteint de POIS et l'autre est atteint d'endométriose. C'est bien de pouvoir traquer, dans ce cas-là, le cycle de la femme, parce qu'au moins l'homme il sait. Oui, c'est-à-dire il va consulter l'application de sa femme pour voir où elle en est dans son cycle. Alors là c'est le jour mode dragon. Alors là je parle pas. Bon, alors là c'est bonjour. C'est le jour où ça y est, je peux enfin passer un petit moment sympa avec elle parce qu'elle est dans une bonne configuration. Ou alors il n'y aura jamais de moment sympa parce que le jour du dragon il faut aller se cacher dans la voiture. Le jour suivant il faut lui apporter une bouillotte, sinon c'est pas bon. Ça va être des pleurs. Le jour d'après il faut lui apporter des fleurs, mais quand t'as plus de sous, bon. Tu te demandes pourquoi faire. Et donc, après, voilà, chacun il voit son truc. Mais je fais une blague en même temps. Mais oui, le tracking, dans le cadre de vos applications, par exemple, ça peut servir à ça. Mais parfois, à trop se reposer sur des éléments extérieurs, on ne sait plus se faire confiance, on ne sait plus s'écouter. En fait, c'est comme si, pour écouter la rythmique de notre propre corps, à tous les niveaux, on avait besoin d'un outil. Alors qu'en réalité, on est naturellement doué pour ça, on sait le faire. C'est juste qu'on a oublié ou qu'on ne nous a pas appris à le faire, ou qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Et c'est aussi pour ça que pour moi, ce qu'on va appeler biohacking naturel est génial, c'est que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tous ces outils parce que nous-mêmes, on est une antenne en réalité, on est un corps électrique, on émet des ondes. Si on sait simplement se reconnecter à ça, on va savoir décrypter nous-mêmes. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que quand tu es dans un moment de souffrance, tu arrives à le faire systématiquement, évidemment. Mais petit à petit, quand tu optimises ta machine, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui étaient natives chez toi, mais c'est juste qu'elles n'avaient pas été activées, qui vont se mettre en route. Et là, tu vas découvrir que, waouh, c'est comme si j'avais des super pouvoirs, c'est comme si je devenais intuitive, c'est comme si je peux pressentir des choses, je peux sentir dans mon corps ce qui se passe, je peux savoir que si je m'approche de tel aliment et que je tends la main, c'est comme si mon corps il est en train de me dire non, ou là il me dit oui. Et tout ça, en fait, t'as pas besoin d'un outil ou tu sais d'un espèce de détecteur que t'agiterais et qui te dirait oui, non, oui, non. T'as pas besoin de l'application Yuka par exemple. Non, en fait, t'as juste besoin de ton bon sens évidemment, mais aussi d'apprendre à... Quand tu optimises ta biologie, en fait, de toi-même, c'est comme si ton antenne qui était encrassée et qui ne pouvait plus recevoir l'information, elle se remet, en fait, tu l'as nettoyée, cette antenne, et ça se remet à fonctionner. Donc, enfin, les messages, tu vas les recevoir tout seul, quoi. Tu n'as pas besoin d'un outil extérieur. De toi-même, tu vas savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, et tu vas découvrir. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense qu'en réalité, si, ce potentiel est là chez tout le monde. Mais je pense que c'est ça, c'est comme si on a plein de fonctions natives. Je sais plus qui disait on n'utilise que 10% de notre cerveau. Ça, j'en sais rien, moi je suis pas scientifique là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, de par mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, qu'on a en nous plein de capacités, plein de fonctionnalités qui sont juste éteintes et auxquelles on n'a pas accès parce que notre biologie, notre système est complètement enrayé, encrassé et que... Du coup, tant que tu n'as pas déjà nettoyé les fonctions primaires, tu n'as pas accès. C'est comme un jeu vidéo, tu n'as pas accès au niveau suivant tant que tu n'as pas fait le niveau 1. En fait, tu dois d'abord rendre ton niveau 1 parfaitement fonctionnel pour avoir accès au niveau 2. En fait, le niveau 2, tout le monde l'a en lui. Donc, c'est juste des fonctionnalités qui sont chez toi, qui sont là, et auxquelles tu n'avais pas accès jusqu'à présent. Mais en nettoyant ton corps, c'est comme si tout d'un coup... ça refonctionne. Et tu n'étais même pas au courant que ça existait chez toi, tu vas découvrir des parts de toi qui vont peut-être t'émerveiller et te dire waouh, en fait le corps c'est incroyable tout ce qu'il peut faire. Après il y a des parts de toi qui peuvent aussi être beaucoup plus sombres que tu vas découvrir. Oui. Mais ça dépend de chacun. Et d'ailleurs il doit y avoir
quelque chose de très différent entre l'homme et la femme, parce que je pense que l'homme découvre des parts très très sombres lorsqu'il s'éveille face à tout ça, et la femme, elle trouve son intuition, elle trouve des trucs et machin, plus que l'homme, mais dans l'émerveillement, dans la beauté, dans les papillons qui volent. Je pense que, après moi c'est mon expérience, mais je pense qu'il y a en effet un énorme grand écart entre ce que vit l'éveil féminin, parce que nous on les regarde danser autour d'un feu, on se demande pourquoi, et ce que vit l'éveil masculin. Parce que les hommes dansent pas autour d'un feu. À la limite, ils brûlent la grotte. Mais ça dépend. On va voir certains peuples. Non, mais là, je parle de l'éveil d'un homme et d'une femme qui vivent en Occident. Non, mais je plaisante. Je veux dire, il y a quelque chose de très différent. En tout cas, voilà. Moi, je parle pour ma part. Moi, je suis très masculin. Je suis viscéralement mâle. Et visiblement, d'ailleurs, je dérange beaucoup. Et je ne fais pas exprès d'être masculin, parce que les femmes me détestent à cause de mon côté masculin. Et on me l'a dit. Et donc, du coup, je vois, et du coup, maintenant, avec les quelques conversations et les quelques personnes de sexe masculin qui m'ont questionné, à qui j'ai donné des réponses, et je ne suis pas allé chercher trop loin, mais j'ai compris que ce que toi, tu vas trouver en part de lumière qui te vient spontanément, l'homme, lui, ce qui va lui venir spontanément, c'est une part d'ombre qui va l'illuminer, mais ce sera pas lumineux. Tu vois, c'est quelque chose qui va venir lui donner de la conscience, mais toi, ce qui va donner de la conscience, ça va être tu vois, waouh, tu vois, ça va être un émerveillement. Ouais, je suis pas d'accord à 100% avec toi. Parce que oui, là je parle de ces capacités qu'on développe et qui peuvent générer un émerveillement sur nous-mêmes, en fait, cette découverte de nous-mêmes. Mais en même temps que j'ai découvert cette part-là de moi, j'ai aussi eu beaucoup de prise de conscience sur les dysfonctionnements dans lesquels j'étais obligée d'évoluer, dans lesquels je vivais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le système dans lequel on vit est diamétralement opposé de ce dont l'homme a besoin en réalité. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Ça m'a fait prendre conscience de schémas, de croyances et de conditionnements dans lesquels on avait été plongé malgré nous depuis l'enfance. Donc ça m'a aussi fait prendre conscience de choses beaucoup plus sombres sur la société, sur le système éducatif, sur l'humanité, sur plein de choses comme ça. Mais ça m'appartient, c'est mes prises de conscience. Chacun et chacune en aura à différents niveaux, même si beaucoup de choses vont se rejoindre. Mais finalement, l'un ne va pas sans l'autre. C'est toujours la part d'ombre, la part de lumière, le yin, le yang. C'est toujours une question d'équilibre. Et c'est pas parce que j'ai pris conscience et que j'ai découvert cette lumière, cette beauté en moi, cette beauté dans le monde, que j'ai pas aussi pris conscience des dysfonctionnements, de l'ombre, des choses injustes, ou etc. De plein de enfin voilà, pour faire court, de dysfonctionnements dans le monde aujourd'hui. Donc les deux coexistent. Oui. C'est simplement que j'ai tellement vécu dans la douleur auparavant que pour moi j'ai vécu un petit miracle personnel en fait en me libérant de l'endométriose, et que ce miracle-là est tellement fort, est tellement puissant que j'ai choisi pas de me raccrocher à ça, mais de m'orienter, de tourner mon regard et de vouloir agir, à continuer à agir pour moi dans les choses qui étaient plus lumineuses pour moi. Mais tu as raison. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas conscience que l'autre part existe. Mais tu as totalement raison. De toute manière, pour fabriquer une vie meilleure, c'est beaucoup plus intéressant de regarder la lumière que de regarder l'obscurité, comme moi je... Enfin, bref, parfois ça peut avoir un intérêt de regarder des choses dans l'obscurité. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir... Oui, il faut savoir fonctionner par contraste. Il faut savoir le faire. Oui. Puis tu vois, tu fais juste le parallèle. Quand tu vis en plein jour, tu vois plein de choses. Et quand tu vis la nuit, t'es conscient que la nuit, il y a peut-être plus de danger.
T'es conscient que la nuit il fait plus froid, t'es conscient que la nuit il vaut mieux dormir abrité quelque part dans un endroit sécurisé. Donc ça veut pas dire que t'es pas au courant que la nuit est plus dangereuse, ça veut juste dire que tu sais, tu as conscience et que du coup tu mets en place les choses qui sont nécessaires pour te protéger. Oui, mais l'évolution de l'humain nous a heureusement apporté ça. Parce que du coup, maintenant, on a créé des habitations en brut, on a des choses assez solides qui nous permettent de nous protéger des animaux qui pourraient être dangereux. Bon, là, aujourd'hui, là où on vit, il n'y a pas trop d'animaux dangereux dehors. C'est nous qui sommes dangereux pour eux. C'est nous qui sommes dangereux, ou certains hommes sont devenus des animaux pour l'homme. Enfin bon. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Donc, en gros, finalement, donc, la part de biohacking qui n'est pas réfractaire, c'est juste qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'approprie ces outils, si du moins il y a des outils à s'approprier. Maintenant, tout est valable. C'est sûr que si demain on trouve le moyen de régénérer par radiofréquence, par onde, régénérer un tissu musculaire, c'est sûr que moi j'attends ça avec impatience. Parce que visiblement je ne sais pas encore le faire moi-même. Oui, et c'est ça, c'est pas parce que tu optimises tes fonctionnalités que ce que tu as perdu en cours de route, si tu trouves des moyens de les restaurer, bah, tu vas pas utiliser ces moyens-là. Ça veut pas dire qu'il faut être réfractaire et fermé aux avancées scientifiques, au monde médical, parce qu'il y a des choses que peut-être... je sais pas, peut-être que demain, comme tu dis, avec les ondes ou avec des lasers ou avec de la cryothérapie, parce que je parle de la cryothérapie parce que il commence à y avoir des solutions de ce côté-là pour l'endométriose. Enfin voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui peuvent peut-être avoir leur utilité vraiment. Mais en tout cas, avant d'en arriver peut-être à des solutions drastiques, ben il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Oui, il y a des choses à faire avant. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça sera mieux pour la suite. C'est-à-dire, même si vous voulez faire la suite, bah, c'est mieux de faire ça avant. Bah oui. C'est comme... je pense à ça parce que, par exemple, pour les femmes atteintes d'endométriose, malheureusement, à l'heure actuelle, donc on sait que les traitements ne soignent pas. Hein, ils sont là juste pour soulager, s'ils peuvent le faire. Et parfois, ben, le dernier recours, c'est celui de la chirurgie. Au point parfois de carrément retirer l'utérus, retirer les ovaires, etc. Donc c'est quand même drastique et irréversible comme solution. Et moi je me dis, bah, ça veut pas dire qu'on ne devra jamais le faire et en passer par là, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'avant de passer par cette case-là, il y a d'autres solutions qui s'offrent à nous et que ça vaut le coup, quelques mois, parce qu'il suffit de quelques mois, en général, de tenter justement de mettre en place ces solutions-là pour voir si cette ultime solution irréversible, finalement, peut-être qu'on pourra s'en passer. Mais exactement, donc je refais référence à cette publication. Donc, cette personne qui ne voulait rien changer à ses habitudes, c'est son principe et qu'elle a qu'une vie et qu'il faut en profiter. Mais bon, ouais, genre là j'ai envie de dire, si votre vie, vous pouvez en profiter dans la condition dans laquelle vous êtes actuellement, ouais, continuez. Par contre, sinon, bah, y a des choses à faire. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous cliquerez sur le lien qui se retrouvera sous la vidéo et vous aurez accès à ce que propose Ophélie sur comment mieux vivre avec l'endométriose quand on est dans une situation qui nous amène à se demander si on doit choisir le rebord de la falaise ou une solution plus positive. Donc ouais, du coup, voilà. Toi, t'es passé par là, t'as eu la chance de ne pas vivre de chirurgie, de ne pas être allé jusqu'à cette étape-là, et tu t'en sors très très bien. T'as amélioré ton teint, ta posture, ta convivialité et ton intelligence par le biais de méthodes très simples en quelques mois. Et ça, bah, c'est vraiment accessible. En fait, à tout le monde, tout le monde peut le faire. C'est accessible à tout le monde. Le tout, c'est de pas faire n'importe quoi. C'est de suivre les étapes et les bonnes étapes dans l'ordre, sans s'éparpiller, parce que c'est très important aujourd'hui de le dire, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout faire, hein, en vrai, hein, vous pouvez tout faire toute seule dans votre coin, sauf que ça va vous prendre 20 ans. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre participation, madame. T'as rajouté tout ce que tu voulais rajouter sur les frustrations de la douche ou pas ?
Ouais, j'ai rajouté tout ce que je voulais rajouter. Si jamais d'autres choses me viennent, on aura l'occasion d'en papoter à un autre moment. En tout cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce qui vous a plu et de vous abonner, d'activer la petite cloche, parce qu'il faut activer la petite cloche si jamais vous voulez recevoir les nouveautés, et de liker évidemment, partager si le cœur vous en dit, ça nous fera aux plaisir, personnes qui sont concernées par l'endométriose, par les douleurs de règles, par les douleurs inflammatoires chroniques en règle générale, que ce soit pour l'endométriose ou tout ce qui concerne la sphère sexuelle féminine, dans un premier temps. Et le POIS aussi. Le POIS, si tu as envie d'en parler, mais oui, le post-orgasmic illness syndrome, qui concerne majoritairement les hommes. Les femmes, mais a priori, les femmes commencent à me donner des coups de coude pour me dire « Oh, comment on fait ?» En tout cas, tout ça, vous aurez les méthodes dans la description, sur le lien, si vous voulez prendre rendez-vous avec Ophélie. C'est dans le lien, dans la bio. Voilà, on se dit à très vite de l'autre côté, et merci encore pour ce petit moment sympathique en notre compagnie.